Bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui dans mon bureau pour ce cours du mardi 11 décembre. Tolbiac est occupé et donc voilà, je termine ce cours de manière un peu triste à l'enregistrer de manière vidéo pour que vous puissiez avoir la fin du chapitre 4. La semaine dernière, on s'était arrêté à ce stade. Vous vous rappelez, on avait passé du temps à étudier une distribution qui vous intéressait, qui était la distribution des, euh, des notes à la première interrogation écrite. Et donc on avait calculé toutes les caractéristiques de cette distribution, les caractéristiques de tendance centrale et les caractéristiques de, de, de- d'hétérogénéité de distribution. Voilà. Euh, on avait terminé donc sur un tableau dans lequel tous les éléments apparaissaient. Donc c'est ce tableau-là. On avait rendu compte, donc c'est tous les éléments qu'on avait pu voir. Vous pouvez évidemment retrouver cette étude complète, donc fichier Excel qui est associé à ce chapitre et qui est donc bien sûr disponible sur le pays, comme le seront bientôt les transparents que l'on va faire aujourd'hui. Donc on passe à la suite. Alors on avait calculé la variance, on avait regardé la variance. Il y a un point intéressant qui, est au- qui était au programme l'année dernière, mais que malheureusement nous ne pouvons pas mettre au programme cette année parce que on n'a pas tous eu le temps de le traiter, qui c'était cette question de décomposition de variance. La question de décomposition de variance, elle est intéressante parce que elle nous montre aussi pourquoi finalement la variance est un outil utile et pourquoi on utilise la fameuse carré des distances pour mesurer cette dispersion et en quoi, qu'est-ce que ça veut dire ce fameux théorème de Pythagore. Donc je propose qu'on le laisse tomber puisque effectivement cela n'a pas été étudié par les collègues, donc on va pas le faire. Donc je laisse ces transparents de côté, ce qui est dommage. La notion de coefficient de variation, on l'avait vu, c'est une manière relative de mesurer la variance, donc ça aussi on l'a vu. Alors nous en sommes donc à la question des intervalles et des rapports interquantiles, donc c'est le point qu'on a. Vous vous rappelez de la définition de la médiane. La médiane, c'était quoi? C'était le niveau de la variable qui sépare l'échantillon en deux. Donc, pour déterminer la médiane, les choses sont faciles à faire. Il suffit de ranger les étudiants dans l'ordre de mérite, du plus méritant à celui qui a la note la plus basse, de la note la plus basse à la note la plus élevée, et de regarder quelle est la note obtenue par l'étudiant qui est au milieu, qui sépare l'échantillon en deux parties égales. Et donc ça, c'est ce qui définit la médiane. Évidemment, on peut le faire aussi par quantile. Qu'est-ce qu'un quantile? Le quantile, c'est la même chose que la médiane, mais pas pour 50%, pour 10%, 25%, 75%, etc. Euh, Typiquement, on va partager la série en sous-ensembles de même effectif. Donc si on la sépare en quatre parties, on va déterminer les quartiles. Donc les quartiles, c'est les 25% qui sont en premier, les 50% qui viennent après, donc ça correspond à la médiane, le quartile d'ordre 2, de 2. Le troisième quartile correspond à 75%, et puis le dernier à 100%. Donc l'idée est à chaque fois la même, il suffit juste de classer l'ensemble des observations dans un ordre croissant ou décroissant, et puis de couper ensuite l'échantillon en parties égales, donc si c'est un quartile, en quatre parties égales, et de regarder le quantile d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Une manière de le repérer, bien sûr, c'est d'utiliser la fonction de distribution. Il suffit de regarder à quel niveau de la variable, c'est ce qui va définir le quartile d'ordre 1, c'est ce qui est indiqué ici, correspond 25% des observations. Voilà, donc on a 4 parties de taille égale, et c'est comme ça qu'on va définir les quartiles. Bien sûr, le quartile d'ordre 2 correspond à 50% et correspond exactement à la médiane. On peut bien sûr généraliser cette idée-là, définir non plus des quartiles mais des déciles. Donc le décile c'est la même idée. Vous divisez la population totale en 10 morceaux de taille égale, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, etc., etc. On va définir ainsi les déciles, D1, D2 jusqu'à D9, et ces déciles correspondent à quoi? Correspondent à la valeur de la variable pris pour chaque personne, qui est pour chaque observation qui est justement à la limite entre ces sous-ensembles. Donc voilà pour les déciles. Euh, de la même manière, on a 9 déciles, comme on avait 3 quartiles, donc D1 jusqu'à D9, d'accord. Et puis, donc ça correspond à des fréquences de 10, 20%, etc., jusqu'à 90%. Et bien sûr, vous avez ce résultat qui vous explique que le décile d'ordre 5 n'est rien d'autre que la médiane, il correspond à 5%. C'est aussi, bien sûr, le quartile, le second quartile, bien sûr. On peut le faire aussi en centiles. Cette fois, si on le fait en centiles, on va le faire en 100 parties égales.
euh, donc de 1 jusqu'à 99, et on va les avancer de 1%, 2%, etc. Ceci revient à faire ce qu'on appelle de l'échantillonnage en fait. Ça revient à définir les centiles, c'est presque comme définir la population en sa intégralité. C'est la résumer finalement à 100. Imaginez que ce soit une population, c'est la résumer à 100 personnes. Et regardez ce que chaque personne a comme variable associée, comme niveau de la variable qui est associée, en les mettant dans l'ordre. Donc c'est bien ça, faire des centiles. On a 99 centiles, et de cette manière-là, on décrit toute la distribution. On voit bien que quand on parle de distribution du revenu, c'est un sujet qui est assez chaud aujourd'hui, quand on parle du dernier centile, on parle de quoi? On parle de ceux qui gagnent, des 1% qui gagnent le plus, des ménages ou des individus, des 1% qui gagnent le plus, et celui qui est le centile 99 ou le P99, c'est celui qui est juste à la limite. Voilà. C'est-à-dire que au-dessus de son revenu, il y a 1% des gens qui gagnent plus que son revenu, et donc il y a 99% des gens qui gagnent moins que son revenu. Et bien sûr, le quartile 50, c'est aussi le Q2, et c'est aussi bien sûr la médiane. Donc voilà les choses ainsi définies. On va s'appuyer sur quelques exemples, bien sûr, dans l'analyse telle qu'on a, donc on va y revenir un peu plus loin. Typiquement, un exemple, mais je ne voudrais pas en faire une affaire parce que d'abord ce sont des données, me semble-t-il, qui sont un peu vieilles. Les frontières des niveaux de vie, voilà, on nous présente des graphiques ici en nous montrant selon la nature du ménage, de la famille, hein, selon la nature du ménage, le niveau qui correspond à un niveau de revenu qui correspond. Ce niveau de revenu, si on parle vraiment de niveau de vie, devrait être corrigé par la taille du ménage. C'est pas le cas ici. Vous voyez, on nous propose, par exemple, typiquement, on nous dit voilà, ça c'est le revenu médian. Le revenu médian, c'est quoi? C'est ce qui correspond au 5e décile, ou à la médiane, d'accord? Donc il y a 50% des gens qui sont en dessous, des ménages qui sont en dessous, 50% des ménages qui sont au-dessus, d'accord? Donc 3704 pour une famille avec 3 enfants ou plus, voilà ce que c'était en 2008. On nous parle de catégories populaires, voilà, les catégories populaires, c'est ce qui correspond, c'est ce qui serait en dessous du Détroit, donc 30% les plus pauvres. Donc voilà, et puis le seuil du pauvreté, c'est autre chose. Le seuil du pauvreté, c'est pas défini en termes de déciles, ça correspond à la moitié du revenu médian. C'est comme ça qu'on le définit de manière un peu arbitraire. Hein. Et puis là, on a le 8e décile, donc on appelle ça ici, ils appellent ça les catégories aisées, donc c'est les 20% les plus riches, donc ça correspond au D8, d'accord, qui correspond à 80%. On a un seuil de richesse qui est le double du revenu médian, ça c'est un seuil arbitraire. Donc voilà un exemple où on nous présente la distribution des niveaux de vie en nous montrant ces déciles. Et puis on a l'air aussi d'insister sur quelque chose qui est important, cet écart là, hein, d'accord, l'écart qu'il y a entre le 5e décile et le 8e décile. On va revenir à cette notion juste ensuite. Voilà. Alors, les quantiles, ils se déterminent en fait de la même manière que la médiane. Hein, donc, il y a deux manières de faire. Enfin, si la variable est taille des familles, si vous avez une variable qui est une variable, pour commencer, qui est une variable discrète, voilà, comme la taille des familles, hein, c'est ce qu'on avait vu comme variable, vous faites la même chose. Pour déterminer la médiane, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait rangé les familles en termes d'ordre de taille, et on avait regardé à quel niveau correspondait, quel était le nombre d'enfants qui était que la famille qui était la famille qui séparait l'échantillon en deux parties égales avait. Donc on est arrivé au fait que c'était 2. Si vous voulez trouver un quartile, vous faites la même chose. Hein, vous allez placer les gens et vous voyez, vous allez placer les gens, vous allez regarder le nombre d'enfants qui correspond à la famille qui est exactement au quart de l'échantillon et vous déterminez le quartile d'ordre 1. D'accord. Donc effectivement, sur la courbe, sur la fonction de répartition qui est ici, hein, fonction de répartition discrète, vous voyez que à chaque fois, ce qu'il vous faut faire, c'est juste partir de 25% et regarder à quelle valeur ça correspond sur l'axe des ordres de données, puisque ici on a le nombre d'enfants. Donc la médiane, c'était 2, d'accord. Et puis, vous voyez que si vous regardez maintenant ce qui se passe aux 3 quarts, reprenez ces données. Le Q3, il est la même chose que le Q2. Hein, c'est 2 enfants également. Donc c'est 2 pour le Q3 et 2 pour le Q2. Si vous avez maintenant une variable qui est une... Donc ça c'était dans le cas discret, variable discrète. Si vous avez une variable qui est continue,
par exemple, comme l'âge des Français. Évidemment, vous pouvez faire la fameuse hypothèse qu'on a déjà faite, à savoir l'hypothèse d'uniformité à l'intérieur d'une classe, puisque ici, quand on a présenté la population selon l'âge, on l'a présenté, on l'a présenté on l'a présenté en liant finalement chaque point qu'on avait par une droite, ce qui revient à supposer qu'à l'intérieur de chaque classe, il y a une répartition uniforme de l'âge à l'intérieur de chaque classe. Et donc dans ce cas-là, pour déterminer le quartile, il faut faire une interpolation linéaire, on va y revenir. Et on l'a vu aussi en direction d'études, donc je vous renvoie aussi à ce qui a été vu en direction d'études et qui est disponible également sur ma chaîne YouTube. Donc voilà comment se déterminent les quartiles. On va continuer un petit peu dans ces exemples-là. Bon, ça c'était ce qu'on avait fait l'année dernière, donc c'est plus pertinent pour cette année, donc on laisse, hein, donc ça on n'en parle pas. On en vient à ce qu'on a fait cette année, la distribution qu'on a étudiée. C'était la distribution des notes d'interrogation écrites, hein, des notes à l'interrogation écrite. Donc pour ces notes à l'interrogation écrite, je vous rappelle qu'on a 1018 étudiants qui ont passé, ça correspond, les 100%, ça correspond je crois à 1018 étudiants à vérifier, ou 1016, c'est pas très important. Et puis vous pouvez trouver sur le fichier Excel la répartition des étudiants, ou plutôt la fonction de répartition des étudiants de la note minimale, moins 3,5, jusqu'à la note maximale qui est de 20 sur 20 avec, je sais plus, 16 ou 20 étudiants qui ont obtenu 20 sur 20. Et puis dans cette courbe, ici, ça correspond simplement au pourcentage d'étudiants qui ont une note de l'interrogation inférieure ou égale à X. D'accord. Donc c'est le pourcentage. Donc, tous les étudiants, bien sûr, 100% des étudiants ont une note inférieure à 20, 0% des étudiants ont une note inférieure à moins 3,5, et puis vous voyez les choses cheminer. Donc comment on détermine dans cette distribution le quartile? Évidemment, on pourrait prendre le rang de classement des étudiants et regarder effectivement diviser cet intervalle en 4 parties égales, en 2018 en 4 parties égales, ou à peu près égales, puisque 2018 n'est pas divisé par 4, mais il l'est presque, et puis repérer à chaque fois quel est l'étudiant qui fait la frontière. Vous pouvez le faire d'une autre manière, bien sûr. Vous pouvez ici faire apparaître le premier quartile, il correspond à 25%, ça signifie que 25% des étudiants ont obtenu une note inférieure à ce que l'on cherche, à savoir le premier quartile. Donc vous pouvez évidemment le faire en mettant ici la droite verticale au niveau de 25% et en regardant quelle est la valeur, quelle est la note obtenue, la note obtenue qui sépare entre d'un côté 25% et puis de l'autre côté 75%. Et cette note, elle est autour de 7,25. Alors c'est pas, je mets autour de 7,25 parce qu'évidemment on pourrait le déterminer de manière plus rigoureuse en regardant directement les données, mais ici ça nous suffit. La médiane, c'est le quartile d'ordre 3, ici le quartile d'ordre 2, pardon, le second quartile. La médiane correspond à 50%, on l'avait déjà calculé et on est arrivé, je crois, me semble-t-il, à 10,75 ou à 10,5. Et donc pour la déterminer, on avait aussi vu qu'on pouvait tracer cette droite au niveau horizontal jusqu'à obtenir le point d'intersection avec la fonction de répartition et puis l'abscisse de ce point qui correspond effectivement à cette médiane de 10,75. Enfin, le quartile d'ordre 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 25% des étudiants qui ont obtenu une note supérieure à cette note-là, et puis 75% qui sont en dessous. Vous voyez que ce quartile est autour de 14,5 ici. Donc la bonne technique ici, on a cette magnifique fonction de répartition. La bonne technique pour déterminer les quartiles, c'est de faire exactement ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire de regarder, de tracer la droite verticale qui correspond à chacun, et puis de regarder à quelle valeur ça correspond du point de vue de la note obtenue en reportant sur l'axe des abscisses. Une question d'interpolation linéaire, bon, puisqu'on avait déjà vu, on a ici une distribution qui est les années d'ancienneté dans le logement. On avait vu que cette distribution était une distribution, c'était une variable continue, mais qui est définie en classe de valeur, classe de valeur qui a été construite par l'analyste. Donc, dans ces cas-là, on peut faire l'hypothèse d'uniformité à l'intérieur de la classe de valeur, c'est-à-dire faire comme si, à l'intérieur de chacune de ces sous-classes, la distribution, les gens ou les ménages se répartissaient de manière uniforme sur l'intervalle en question, ce qui était une hypothèse fausse, mais c'est l'hypothèse qu'on fait. Et dans ce cas-là, on sait que la fonction de répartition est une droite, la fréquence de densité est constante, la fonction de répartition est une droite, et donc on peut en déduire ainsi, par interpolation linéaire,
le quartile en question. Commençons par le quartile d'ordre 1. Donc le quartile d'ordre 1, ça correspond à 25%. Ça correspond ici à 25%. Ce quartile d'ordre 1, il appartient à quoi? Il appartient évidemment, vous voyez que il y a 33,5% des gens qui sont dans leur logement depuis moins de 5 ans. Donc le quartile d'ordre 1, il appartient justement à cet intervalle 0,5. Maintenant, à quel endroit est-il dans cet intervalle 0,5? Vous voyez qu'il faut tenir compte, 0, ça correspond à 0%. 5, ça correspond à 33,5%. Et donc la question qu'on pose, c'est à quoi correspond 25%? Et ça sera ça, le quartile d'ordre 1. Donc pour faire ça, il faut faire une interpolation linéaire. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Je refais ici un dessin pour remontrer comment je détermine ça. Pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de faire une espèce de loupe, enfin pas une loupe d'ailleurs, c'est de faire faire une loupe sur la distribution, d'accord? Donc sur la fonction, voilà, sur la fonction de répartition. Donc la fonction de répartition, elle est ici, d'accord? Ici, vous avez l'ancienneté, donc vous avez l'ancienneté, et là vous avez la fréquence cumulée. Donc ce que l'on nous dit, c'est la chose suivante, hein, c'est que au point à 0%, vous avez 0% des gens, et puis ici vous mettez 5, à ce point 5 correspond combien? Correspond 33,5%. 33,5%. Et donc, du coup, la fonction de densité sur cet intervalle-là, d'accord, elle a cette tête-là. Si je suppose qu'il y a uniformité, et ben c'est simplement la droite qui va lier, ces deux points. C'est simplement la droite qui va lier ces deux points. Donc la droite qui va lier le point ici, qui est le point 5%, 5 ans, pardon, 33,5%. Voilà à quoi ressemble la fonction de densité, pas la fonction de densité, la fonction de répartition sur cet intervalle, entre le point O, que j'appelle le point O, et puis le point A, que j'appelle le point A. Donc c'est quoi maintenant le quantile d'ordre 1? Pour le déterminer, il suffit juste, alors je dis il suffit juste de regarder quelle est la valeur, quel est le nombre d'années qui correspondrait sur cette droite à 25%. À 25%. Donc la question, pour répondre à cette question-là, il faut faire une interpolation linéaire. Donc c'est ce point-là, Q1, c'est ce point-là, d'accord? Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Et ça correspond à une fréquence cumulée qui serait de 25%. D'accord? Donc comment on détermine ça? On le détermine par une interpolation linéaire. Donc ce qu'on sait, c'est que les points OA Q1 est aligné avec OA. Q1 appartient à la droite OA. Donc il nous faut déterminer le point Q1 qui soit sur cette droite. Donc pour ça, il faut d'abord calculer la pente de la droite OA. Donc c'est quoi cette pente de la droite OA? C'est ce qu'on appelle la densité de fréquence. Hein. Vous voyez que quand on passe de 0 à 5 ans, la fréquence augmente de 0 à 33,5%. Donc on a la pente de OA, c'est tout simplement 33,5% moins 0, parce que c'est moins 0%, divisé par 5 moins 0%. Donc c'est simplement 33,5%, 33,5 divisé par 5%. Et donc ça c'est égal à combien? C'est égal 33,5 divisé par 5, c'est égal à 67, hein, c'est ça? C'est égal à 67, c'est donc égal à 6,7%. Ça signifie que tout se passe comme si, c'est ce qu'on appelle aussi, à un moment on appelait ça comme ça, c'est ce qu'on appelle la densité de fréquence, d'accord? Tout se passe comme si il y avait 6,7% des gens qui étaient depuis 0 à 1 an, de 1 an à 2 ans, il y a encore 6,7%, etc., etc. Sur cet intervalle-là, et ça revient à dire ça. Pour chaque année, c'est 6,7%. Donc maintenant, c'est quoi? Ce qu'on sait, c'est que la pente de OA, cette pente de OA, elle doit être égale à la pente de OQ1. Et la pente de OQ1, c'est quoi? C'est vous passez de 25%, Q1 ça correspond à 25%, moins 0, donc voilà, on augmente de 25% ici entre O et ça, et puis
Ça fait passer l'autre de Q1, bah, c'est ce qu'on cherche, Q1 moins 0. Donc on sait qu'on doit avoir ce résultat-là. La pente de OA doit être égale à la pente de OQ1, d'accord? Cette pente est égale à 6,7%. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que Q1, prenez cette relation-là, hein. Vous voyez, bon, les moins 0% ne joue aucun rôle, moins 0 joue aucun rôle. Vous en déduisez juste que Q1 est juste égal à 25% divisé par 6,7%. 25% divisé par 6,7%. Je regarde si j'ai pris ma calculette. Moi, je n'ai pas ma calculette, mais je crois que c'est fait sur le transparent suivant. Donc, vous allez trouver un certain résultat, et ça, c'est le quantile d'ordre 1 qu'on a calculé par interpolation linéaire. D'accord? Et donc, c'est celui qui correspond précisément à 25%. Donc, 25% divisé par 6,7. On va regarder, je crois que c'est fait dans le transparent suivant. Donc, on obtient exactement 3,7 années. 3,7 années. Ça correspond exactement à 3,7 années. On peut réappliquer exactement ce même principe. On peut réappliquer exactement ce même principe, ensuite. Hein, alors je vérifie que je ne me suis pas trompé. Hein, non, je ne me suis pas trompé. On peut réappliquer exactement ce même principe, et je vous laisse le faire pour Q2 et Q3. D'accord. À chaque fois, bah, il faut trouver la densité de fréquence qui correspond à l'intervalle en question, et puis ensuite procéder à une approximation linéaire, comme je viens de le faire pour le point Q1. Et donc on retrouve à chaque fois le quantile qui correspond en ayant repéré la classe à laquelle ça appartient. Donc le principe est évidemment toujours le même. Alors faire un graphique, je ne sais pas, je crois pas. Évidemment, je vous conseille à chaque fois que vous faites une interpolation linéaire, comme je l'ai fait précédemment, comme je l'ai fait en direction d'études, comme je vous invite à le refaire aussi chez vous, à faire un graphique vous permettant de bien situer les différents éléments pour pouvoir poser et faire ce calcul et en déduire le quartile par interpolation linéaire, tout simplement. Donc voilà, donc ça correspond ici à 3,7 années. 3,7. D'accord, je l'aurais écrit pour que les choses soient bien claires. 3,7 années. Voilà une interpolation linéaire qui est faite pour le quartile. Encore une fois, je vous renvoie à la direction d'études, à l'exercice 3, la direction d'études. Nous avons aussi procédé exactement à ce même calcul. Et donc voilà, vous devez savoir le faire pour l'examen et pour l'interrogation. Ok. Autre notion qui peut être intéressante, c'est précisément de calculer des distances interquantiles ou des intervalles interquantiles. Donc on peut calculer un intervalle interquantile, c'est par exemple ici, regardez la valeur de la variable qui regroupe 50% des gens qui sont au milieu, donc entre le premier quantile et le dernier quantile. Ça c'est un intervalle interquantile. Quand je dis 50%, c'est parce que je pensais à un quartile, donc ça va être 25%, 75%, etc. La distance interquantile, c'est la distance entre le dernier quantile et le premier quantile, d'accord. Évidemment, plus l'intervalle interquantile est réduit, moins la dispersion est forte. Hein. C'est bien l'idée qu'on a ici. Hein. Donc, si vous prenez ici par rapport à des quartiles, on est d'accord que l'intervalle interquantile, c'est la distance qui sépare Q3 de Q1. Enfin, c'est pas la distance, ça c'est la distance interquantile. L'intervalle, c'est l'intervalle en question. Et puis, évidemment, ceci rassemble 50% des observations, qui sont 50% des observations qui sont au milieu. Hein, d'accord. Donc, voilà. Vous pouvez observer dans l'ancienneté dans le logement que 50% des gens, les 50% qui sont au milieu, c'est des gens qui sont depuis 3,7 années jusqu'à 23,3 années dans leur appartement, ce qui signifie qu'avant 3,7 années, vous avez un quart des gens, et puis au-dessus, vous avez aussi un quart des gens. Donc c'est bien sûr une bonne distance. On va avoir quelques applications après en matière de distribution des revenus. Il y a quelque chose qui est souvent utilisé, notamment par les anglo-saxons, peut-être un peu moins par les français, qui est la boxplot ou la boîte à moustache. C'est une bonne manière de repérer la distribution. Vous voyez, typiquement, par exemple, ici, on a représenté une variable qui est l'âge, d'accord. Et puis, on la représente sur un segment de 0, c'est les gens qui viennent de naître, à 100. On suppose qu'il n'y en a pas au-dessus, hein,
on veut un peu simplifier les choses. Et puis là-dedans, bah, on va représenter de cette manière-là, on va représenter la médiane. On va créer un rectangle avec le quantile d'ordre 1 et le quantile d'ordre 3. On va situer le D9 et le D1, d'accord? Et donc, de cette manière-là, on peut visualiser en fait assez rapidement, précisément, comment se situe la distribution. C'est ça cette idée de la boîte à moustaches. C'est une manière assez rapide de donner une idée du profil de la distribution, et c'est évidemment ce qui en fait son intérêt. Donc là aussi, c'est une manière de présenter les choses, vous voyez, qui est assez facilement compréhensible, hein. On a le D1 ici, le D9 là, on repère tout de suite la distance interquantile, D1, D9, Q3, Q1, etc. Donc c'est vraiment une bonne manière de présenter une distribution de manière assez rapide. Donc cette expression c'est juste boîte à moustache ou box plot en anglais. Souvenez-vous juste de ce que ça peut faire, et puis utilisez-le si vous en avez besoin. C'est une bonne manière de représenter une distribution de manière un peu rapide. Alors, bien sûr, quand on parle d'intervalle interquantile ou de distance interquantile, on peut aussi parler de rapport interquantile, qui est une autre manière de mesurer la distance. C'est une caractéristique de dispersion qui est relative et non pas absolue. D'accord? Donc, une utilisation très commune de ça, c'est en matière de distribution des revenus, c'est comparer le revenu de celui qui est au niveau des 10% les plus riches, hein, donc le premier, le moins riche des 10% les plus riches, au plus riche des 10% les plus pauvres. Donc c'est regarder quelle est la différence entre les deux, et c'est à peu près 3 ou 3,5 en France. Et donc ça c'est un rapport D9, D1 qui est très utilisé pour mesurer la dispersion. Donc là aussi, sachez ce qu'est un rapport interquantile, et un rapport ici interdécile, hein, qui est très utilisé pour caractériser la distribution. On va donner des exemples. Je crois aussi que dans la DE, on avait eu un exercice à ce sujet. Donc voilà le rapport interquartile. Ça aussi, c'est un concept à connaître. On donne un exemple ici. Hein, vous voyez, regardez, ça c'est intéressant. C'est une manière de représenter les choses. Alors, c'est une distribution sur laquelle on va revenir parce que je crois que je l'ai dans un fichier Excel qui est associé. Hein. On nous donne la distribution des salaires mensuels nets en euros constants en 2014. C'est une enquête qui est faite chaque année par l'INSEE avec du décalage. Donc c'est intéressant de regarder cette enquête. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne, bon, c'est pas homme, femme. Bon, alors regardons pour l'ensemble. Hein. Donc ici on a voilà, le salaire qui correspond à 10%, donc à monsieur qui serait juste à la limite de 10%. Et puis des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, voilà. On nous donne les 9, en fait, les 9 déciles, donc 90%, bien sûr. Avec ça, on peut calculer le rapport D9 sur D1. Donc ce rapport D9 sur D1, il est tout simplement égal à 3599 divisé par 1206, d'accord? Donc il est à peu près égal, vous voyez, à peu près égal à 3, hein, pour mesurer son évolution. Et puis l'écart, bien sûr, l'écart D9, D1, c'est simplement l'écart absolu qui est entre les deux, et cet écart absolu est de 2596. Bon, vous voyez, mais c'est beaucoup plus parlant, bien sûr, de dire voilà, monsieur 90% ou madame 90% gagne 3 fois plus que monsieur ou madame 10%. C'est une bonne mesure pour mesurer, une bonne manière de voir la disparité dans la société. Vous pouvez aller au-delà parce que il peut y avoir un focus intéressant à la fois sur les plus pauvres et sur les plus riches. Hein. Alors, s'agissant de salaire, le salaire, on voit bien que bon, c'est un salaire en équivalent temps plein ici. Le QTP, ça veut dire équivalent temps plein. Le salaire, en France, il y a un SMIC, donc il est borné, il ne peut pas être à zéro, hein, et c'est en équivalent temps plein. Donc il correspond au salaire minimum, hein, 1206 euros. En revanche, vous voyez, on nous donne ici des éléments supplémentaires sur le dernier décile, à l'intérieur du dernier décile, puisqu'on nous donne le centile 95 et le centile 99. Donc le centile 99, ça signifie qu'il y a 1% des gens qui, en France, gagnent en net plus que 8163 euros en 2014. D'accord? Donc voilà comment on lit ça. Et on a exactement aussi cet exemple-là, me semble-t-il, hein, qui a été pris dans la direction d'études. Ce qui est important, c'est que ça nous permet, cet écart, de comparer les distributions. Vous voyez que si vous regardez le rapport D9, D1 chez les hommes, vous devez comparer 1257 à 3947, et vous voyez que ce rapport D9, D1, il est
chez les hommes, il est largement supérieur à 3. D'accord? Il est largement supérieur à 3 chez les hommes, alors que chez les femmes, vous pouvez comparer la même chose, 1164 à 3100, bah, vous voyez que chez les femmes, il est largement inférieur à 3. C'est pour ça que, comme vous avez des hommes et des femmes dans l'ensemble, bah, il est à peu près 3 en moyenne, mais chez les hommes, il est supérieur à 3, chez les femmes, il est inférieur à 3. Donc la distribution est plus inégalitaire, bien sûr, pour les hommes que pour les femmes en 2014, sur la base du rapport des 9 D1. D'accord? Donc c'est une bonne manière de mesurer, bien sûr, la disparité qu'il y a. Et c'est ça qu'on veut faire, un indicateur de concentration. Combien gagnent en 2014 les 50% de salariés qui se trouvent au milieu de la distribution? Bien sûr, ça correspond à la médiane, hein, d'accord? Donc, les 50% qui se trouvent au milieu, c'est 1783, c'est la médiane, c'est la médiane des salaires. Voilà, voilà comment les choses se présentent dans cette distribution. Ok. Alors, ces données, pour vous montrer, ces données, je les ai aussi mis dans un fichier Excel, d'accord? Donc c'est celui-là. Donc on peut peut-être le calculer ensemble si vous le souhaitez, hein. Ici, j'ai ces données-là, hein, d'accord? Donc c'est le fichier Excel qui est associé. Vous voyez, je l'ai repris du rapport de l'INSEE. Vous pouvez aussi éventuellement aller sur le site de l'INSEE pour actualiser ces données. C'est celle de l'année dernière. Donc c'est pas comment calculerez-vous le rapport? C'est pas des 9 sur des 1 en 2014, d'accord? Donc c'est ça. Ce rapport des 9 sur des 1, on est d'accord que c'est juste des 9 ici, divisé par des 1 là, voilà, d'accord? Donc c'est ça, et évidemment cette cellule-là, je peux la recopier pour l'avoir à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et ça confirme ce que je disais. Ah non, je me suis trompé parce que là j'ai fait l'évolution, donc c'est là qu'il faut le mettre. C'est bien là qu'il faut le calculer pour les hommes et pour les femmes. D'accord, ça c'est une erreur. Donc on l'a fait, on a effectué ce calcul. Donc voilà qui est intéressant. Bon, ok. Donc voilà comment les choses se sont présentées. Je reviens à mes transparents et à l'endroit où j'en étais dans ce cours, dans cette dernière séance de cours. Bon, j'ai étudié les salaires, on peut aussi étudier les niveaux de vie, et je crois que c'est aussi peut-être quelque chose qui a été fait dans le cours, dans la direction d'études. D'abord, c'est intéressant de définir ce qu'on appelle un niveau de vie. C'est quoi un niveau de vie? Alors, pour avoir des informations là-dessus, vous voyez que là, je vais utiliser l'INSEE première, qui est disponible sur le site de l'INSEE de septembre 2017. Évidemment, ça serait intéressant de l'actualiser et d'avoir les niveaux de vie en 2016, ce qui nous permettrait d'avoir un cours qui soit plus actualisé. Laissons ça là. Pour mesurer un niveau de vie, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le revenu disponible net du ménage. Il faut comprendre que le revenu disponible net du ménage, il intègre tous les revenus du ménage. Donc il n'y a pas que les revenus du travail, hein, il y a des revenus qui viennent des prestations sociales, il y a des impôts qui se déduisent, puisque c'est des revenus disponibles, donc il y a aussi des impôts qui viennent en déduction, des prestations sociales qui s'ajoutent, et puis il peut aussi y avoir des revenus de la propriété, du capital, les loyers que vous pouvez toucher, etc. Donc déjà c'est notion qui est le revenu disponible net. Et puis ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est que pour parler d'un niveau de vie d'un ménage, on va tenir compte de la taille du ménage. Donc on va raisonner en ce qu'on appelle en unité de consommation du ménage. L'unité de consommation, c'est une famille avec un adulte, c'est une UC. Quand il y a par adulte, c'est une UC par adulte. Hein. Donc s'il y a un couple sans enfant, ça fera 2. Un enfant, si il a entre 14 et 18 ans, on va le mettre à 0,5, et un adulte, c'est au-delà des 18 ans, hein, 0,5. Puis un enfant inférieur à 14 ans, on va le mettre à 0,3. Cette échelle de consommation, bien sûr, elle est artificielle. C'est la base sur laquelle, c'est une hypothèse qui est faite, c'est la base sur laquelle les statisticiens travaillent. Il y aurait bien sûr certainement peut-être d'autres manières de le faire. On a les données ici. Vous voyez, on nous donne seuil de niveau de vie en euros 2014. Donc voilà, donc c'est mesuré, j'allais dire, indépendamment de l'inflation, hein, donc en euros constants. Vous voyez, le niveau de vie médian d'une famille, c'est 20 300, donc ramenez ça à la taille de la famille. Hein. Si c'est une famille avec 2 adultes et un enfant, il faut diviser ça par 2, il faut multiplier ça par 2,5, puisqu'à chaque fois c'est mesuré en termes d'unité de consommation. Donc on nous donne aussi le premier décile qui est ici, et puis le dernier. Donc là aussi on est capable de calculer des écarts qui sont les écarts interdéciles. Et vous voyez que cet écart interdécile ici il est de 3, interdécile, les 9 sur D1 c'est 3,5.
D9 sur D5 c'est 1,8, etc. On est capable de regarder un peu ça et de regarder leur évolution. Et on voit que cet écart ne s'est pas accru depuis 19 ans. Alors, il a baissé entre 96 et 2005 et il est peut-être remonté. Ce sera intéressant de voir ce qui se passe en 2016. Et on voit aussi que l'écart D9, D5 s'est plutôt réduit ici entre 2005 et 2015, bon, très légèrement en passant de 1,9 à 1,8. Donc c'est des chiffres qu'il faut regarder, qui nous permettent de mesurer précisément l'évolution de la dispersion dans la distribution des niveaux de vie. Des niveaux de vie. Donc là aussi, ce fichier, je vous le remontre ici, il est disponible sur, il est disponible sur Excel, d'accord. Il est exactement là, donc ça c'est figure 2 complémentaire. Ah non, je ne l'ai pas mis sur Excel. Ah, donc d'accord. Il n'est pas sur Excel, là ce que j'ai mis uniquement c'est... Ah si, le niveau de vie il est là, d'accord. Donc c'est les données, c'est les données que vous avez ici. C'est les données que vous avez ici. Voilà. Donc on a ces résultats-là de 96 à 2014. Donc là aussi, c'est des données qui sont intéressantes. Bon, je continue je reviens à mes transparents. Donc voilà, sur la distribution des niveaux de vie. Les caractéristiques de concentration. Donc là, on était dans la dispersion, maintenant dans la concentration. Alors, on a déjà en fait abordé ces caractéristiques de concentration parce que les caractéristiques de concentration sont des caractéristiques de dispersion lorsque la somme des valeurs signifie quelque chose. Vous partagez en revenu national parmi les habitants. Donc évidemment, on va pouvoir regarder comment ce revenu agrégé est concentré, comment ce revenu est concentré, ou ce patrimoine est concentré dans les mains de quelques-uns, etc. Parler de concentration des notes, ça n'a pas de sens. Quand on donne des notes aux étudiants, on ne distribue pas un paquet de notes aux étudiants. Donc faire la sommation de tout ça n'a pas de sens. Donc les caractéristiques de concentration ont un intérêt lorsque vous pouvez sommer en quelque sorte, lorsque vous pouvez sommer et avoir une mesure agrégée de la variable en question. Donc typiquement ici, vous allez regarder le nombre d'individus qui gagnent tel ou tel revenu, et puis vous allez faire cette sommation, et vous allez en déduire ici le revenu qui est le revenu agrégé, d'accord. Et donc les caractéristiques de concentration, elles ont un sens lorsqu'on est capable de sommer. De la même manière, vous voyez que quand on étudie la répartition des parts de marché parmi les entreprises, évidemment, la répartition des parts de marché parmi les entreprises, elle somme à 100%. Donc là aussi, ça a un sens de parler de concentration. On va dire qu'un marché est plus concentré lorsque vous avez quelques entreprises qui possèdent la plus grande partie des parts de marché. Donc, aussi, là, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques de concentration. Autre élément à dire, évidemment, c'est que lorsque vous faites cette sommation, vous voyez que quand vous faites, la moyenne, la moyenne, c'est ce qui divise X bar, c'est exactement ce qui divise le niveau agrégé par N, d'accord. Si vous cherchez le revenu moyen en France, vous prenez la somme de tous les revenus gagnés par tout le monde et vous divisez par le nombre d'individus qui composent la France, ou le nombre de ménages, ça dépend de ce que vous cherchez à faire. Donc ça, c'est une caractéristique de distribution. Alors, on y va sur les caractéristiques de concentration. Du sens pour la distribution des salaires, puisque là, ce qu'on regarde, c'est la masse salariale, d'accord. Évidemment, la masse salariale totale, c'est la somme des salaires, hein, donc ça aussi, c'est mesuré dans la comptabilité, mais ça n'a pas de sens pour l'ancienneté, pour l'âge, etc. Vous n'allez pas faire un âge total de la population en sommant les âges des individus, ce qui n'aurait pas de sens. Donc, on va essayer de regarder comment ça se répartit autour de la moyenne, et puis on va réfléchir à ce qu'on appelle la dispersion, la concentration des revenus des patrimoines, et ça, c'est ce qu'on appelle les indices de Gini. Et on va introduire dans le même temps un point important du cours au programme de l'interro de samedi et de l'examen, qui est cette notion de courbe de Lorenz. Donc, au passage, on va rencontrer d'autres indicateurs, la médiale, l'indice de Herfindahl. Bon, l'indice de Herfindahl, c'est des indices qui sont utilisés pour la concentration des industries. C'est pas un point, je le donnerai à la fin, mais c'est pas un point très important du cours. Voilà. Pour faire tout ça, on peut prendre appui sur l'enquête salaire de l'INSEE ou sur le fichier Excel qui est associé au cours, fichier Excel qu'on a déjà exploré. Donc peut-être qu'on y reviendra, ensuite. Voilà. Donc c'est ça les caractéristiques de concentration, c'est définir aussi ce qu'on appelle l'indice de Gini, qui est une mesure de la concentration et d'une certaine manière, on peut dire une mesure des inégalités, patrimoine, revenu, etc. Hein, enfin,
C'est souvent dans ce contexte-là que c'est utilisé. Alors, on va commencer par la médiale. Par la médiale. Alors, il y a un truc un peu subtil. D'abord, médial, médiane. Donc, médial avec un L. Euh, on avait vu que la médiane, c'est ce qui coupe, c'est la valeur de la variable qui coupe la population totale en deux catégories d'effectifs identiques. Donc, vous voyez, typiquement, il y a la moitié des gens qui gagnent en dessous de la médiane. Je ne sais plus combien c'était 1750. D'accord, c'était ça, hein, c'était la médiane des salaires. C'était 1793 en 2014. Donc il y a 50% des gens qui gagnent moins que ça. Voilà. Et donc c'est ça la médiane. La médiane, c'est la valeur du salaire qui coupe non pas qui coupe non pas la population totale en deux parties, mais qui coupe les masses salariales en deux parties de taille égale. Donc là où la médiane concerne 50%, correspond à 50% des effectifs, la médiane, c'est la valeur de la variable, la valeur du salaire, qui correspond à 50% de la masse salariale. Ce que je veux dire, c'est que la masse salariale qui est captée par les gens qui gagnent en dessous de cette médiane, elle est de 50%. Et puis 50% de la médiane, du reste, est capté par 50% est capté par ceux qui sont au-dessus de la médiane. La médiane du patrimoine, par exemple, c'est la valeur du patrimoine individuel, qui divise le patrimoine agrégé en deux parties égales. Donc ça signifie que les agents au-dessus de la médiane possèdent 50% du patrimoine agrégé en les mettant tous ensemble. Donc vous avez compris que nécessairement, réfléchissez à ce qu'est la médiane. La médiane, elle est toujours supérieure à la médiane. Elle est toujours supérieure à la médiane. Toujours. La médiane est toujours supérieure à la médiane, puisque précisément ceux qui sont au-dessus de la médiane, c'est ceux qui possèdent le plus. Donc évidemment, si vous calculez, sachant qu'ils représentent 50% des gens, ils sont au-dessus de la médiane, ils représentent 50% des gens, mais ils possèdent plus. Donc évidemment que la médiane, elle est toujours supérieure à la médiane. Peut-être qu'une manière de le dire aussi, qui est peut-être un peu, voilà, c'est que la médiane de la distribution XI, NI, est simplement, c'est un peu subtil, la médiane de la distribution XI, NI fois XI. D'accord? Il suffit juste de repérer NI fois XI, c'est quoi? C'est la masse qui est capturée par chacune des catégories. La masse de patrimoine ou la masse salariale qui est capturée par chacune des catégories. Donc si vous êtes capable de connaître cette masse, d'accord, bah, vous regardez à quel niveau de la variable correspond 50%, exactement comme il y avait 50% d'effectifs pour les NI, et vous en déduisez la médiane en question. Donc voilà pour la médiane. Donc une manière de faire ici, alors on a un exemple, là, donc essayons de discuter un peu sur cet exemple-là qui est pas totalement simple. Alors ici on a une variable qui est le salaire, d'accord. Alors le problème c'est que notre variable de salaire, il est regroupé en classes, d'accord. Il est regroupé en classes. Donc on a des classes qui sont 9 euros, 15 euros, 15 euros, 19 euros, 19 euros, 45 euros. De sorte que la difficulté qu'on a, c'est que comme ces classes sont relativement larges et qu'on n'en a que 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que chaque classe de salaire est représentée par son centre de classe. Donc 12, 17, 32, etc. On a le nombre d'heures salariées qui correspond ici, aux effectifs correspondant à ça. Donc la population, c'est toutes les heures qui sont dans l'économie. Hein, et on sait qu'il y en a 26 000, d'accord. Il y a 26 000, d'accord. Donc ça c'est le nombre c'est le NI, d'accord. Donc la variable c'est bien XI et on suppose que c'est représenté par le centre de la classe. Ça c'est le nombre d'observations. On a 26 167 000, enfin c'est un million, hein, donc je sais pas combien, c'est même en milliards, 26 milliards 167 000. 167 millions 400 000, hein, c'est ça, hein. 26 167,4 millions, ça fait ça. Hein. Et puis, vous pouvez regarder la répartition des heures. Donc, ça, c'est la fréquence FI, d'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on appelait la fréquence. Et puis après, vous pouvez calculer la masse salariale qui correspond à ça. Une manière de calculer la masse salariale, c'est juste de prendre, et c'est ce qu'on fait ici, hein, c'est de prendre
12, d'accord, donc le centre de la classe, c'est de prendre 12 et c'est de multiplier ça par le nombre d'heures, d'accord. Donc si vous multipliez ça par le nombre d'heures, vous obtenez, ce résultat 186,098. Donc ceci, c'est bien, c'est 12 fois, 15,5 qui permet d'obtenir ça, d'accord. Donc vous avez ici la masse salariale qui correspond à ça. Et donc ça correspond exactement au NIXI, c'est donc le produit de n, c'est donc le produit de n par x, c'est donc le produit de n par x. Alors en le voyant, j'ai l'impression que c'est pas exactement ni fois xi parce que c'est peut-être un nombre exact et en fait ça ne correspond peut-être pas au centre de la classe, mais c'est à peu près cet ordre-là. Et puis ici vous avez la masse salariale, d'accord, qui se divise donc en trois parties. Donc vous voyez que la partie qui correspond à un salaire entre 9 et 15 euros correspond à 43,4% de la masse salariale. Ces heures salariées correspondent pourtant à 60% des heures salariées, mais normal, elles sont moins payées. Donc c'est pour ça que la proportion est moindre. Et si vous cherchez la médiale ici, la médiale c'est ce qui divise en deux. C'est ce qui divise en deux. Donc la médiale, elle va se trouver dans cet intervalle ici entre 15 et 19. La médiale, elle est dans l'intervalle médial 15, 19. Donc maintenant, où est-elle dans cet intervalle? Vous pouvez aussi faire une interpolation linéaire, c'est une possibilité. C'est un peu subtil parce que donc voilà, donc si on reprend un peu ces données 9, 15, etc. D'accord, répartition des heures salariées, répartition de la masse salariale. Vous voyez que ici effectivement le 50%, il est à peu près là, hein, il est à cet endroit-là, d'accord. On aura envie de faire une interpolation linéaire. L'idée d'une interpolation linéaire, ça serait toujours la même ici. Ça serait, on va mettre quoi? On va mettre ici, je vais faire un petit dessin, d'accord. Ici, je vais mettre le niveau du salaire. Donc ici, c'est le numéro du salaire, le niveau du salaire. Donc, vous avez, je suppose que je fais comme si hein, c'était coupé. Donc ici, ça correspond, puisque l'intervalle qui est pertinent pour nous, c'est l'intervalle entre 15 et 19. Entre 15 et 19, d'accord. 15 correspond à 43,4%. Ici, c'est la masse. Ici, c'est la part cumulée de la masse des salaires. D'accord? Donc, c'est ce point-là, 43,4%. Et puis l'autre, 19, correspond à 69,5%. 69,5%. D'accord? Donc, vous avez le point A, le point B. Voilà. Si on fait une interpolation linéaire, c'est qu'on suppose que ces deux points sont liés par une droite. Je vais revenir après. Voilà. C'est moche la droite que je viens de calculer, mais c'est pas grave. Et c'est bien une droite. Et à quoi correspond la médiale? La médiale, c'est tel que ça correspond à 50%. Donc voilà, c'est ce point-là. Et ça va être ce point-là. C'est à peu près, ça serait à peu près ce point-là. Bon après, ici donc ça correspondrait à 50%. Et donc ça serait ce point-là. C'est ça le point de la médiale. Je ne sais pas comment la noter. Je vais l'appeler ML comme médiale, d'accord. Et la médiale, c'est ce niveau de salaire. Ça serait ce niveau de salaire. Donc pour faire cette interpolation linéaire, il faut toujours faire pareil. Hein. La pente de AB, c'est quoi la pente de AB? La pente de AB, c'est juste égal à quoi? C'est juste égal à 69,5 moins 43,4 divisé par 19 moins 15, divisé par 4, d'accord. Il faut que cette pente de AB soit égale à la pente de AME, la pente de AME, et la pente de AME c'est quoi? C'est 50 moins 43,4 divisé par ML moins 15. Donc vous avez exactement ce résultat-là. Donc ça veut dire que ML moins 15 est tout simplement égal à quoi? Est tout simplement égal à 50 moins 43,4 multiplié par quoi? Multiplié par 19 moins 15 divisé par
69,5 moins 43,4. Et donc vous allez obtenir une médiane qui vaut à peu près, ou qui vaut 16 euros à calculer. D'accord, c'est ce qui semble être là, c'est exactement le résultat qu'on obtient. Alors, je vais dire quelque chose qui est un peu subtil, peut-être un petit peu éloigné du programme, ou voilà, c'est que euh, c'est que ici on a fait une hypothèse en disant que finalement ça allait être uniforme, que ça allait être linéaire entre le point A et le point B, entre le point A et le point B. Ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est justement pas une hypothèse d'uniformité des effectifs, hein, sur les salaires et des heures travaillées sur les salaires. Donc, euh, pour le coup, faire une interpolation linéaire, ici, ça ne revient pas à faire une hypothèse d'uniformité de la distribution des salaires sur les heures, de la distribution des salaires par rapport aux heures. C'est un peu plus subtil que ça. Donc faire une interpolation linéaire, ici, ça me semble être un peu moins justifié. Je l'ai faite, mais ça me semble être quelque chose qui est moins, qui est effectivement moins fondé que lorsqu'on le faisait pour la médiane ou pour le quartile. Donc voilà, c'est fini. Alors, plus la médiane est supérieure à la médiane, on est d'accord que la médiane est toujours supérieure à la médiane, je l'ai déjà dit, plus la distribution est concentrée. D'accord. Donc ici, vous voyez que dans l'exemple qu'on a développé, on peut calculer la médiane aussi par une interpolation linéaire. On voit qu'elle est de 14 euros, alors que la médiane, elle, est de 16 euros. Et l'écart entre médiane et médiane, qui est tout le temps positif, parce que la médiane est tout le temps supérieure à la médiane, d'accord, est de 2 euros ici, c'est l'écart médiane-médiane. Vous voyez bien que dire que, imaginez que la situation soit dans une situation où la médiane soit égale à la médiane. Imaginez que pour une variable, pour une distribution, la médiane c'est la médiane. Dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde a le même salaire. D'accord. Et ça ne peut pas être autrement, parce que il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait 50% des gens qui soient en dessous de la médiane, et il faut qu'il y ait 50% de la masse salariale qui soit en dessous de la médiane. Donc la médiane est toujours supérieure à la médiane, et lorsque la médiane est égale à la médiane, alors la distribution est strictement égalitaire. Il ne peut pas en être autrement, d'accord. Donc cet écart médiane-médiane est nécessairement positif. Donc alors la distribution est égalitaire. Donc ce truc-là est tout le temps positif. Il est ici de 2 euros. Peut-être que cet écart absolu n'est pas très intéressant, c'est toujours la même chose. Il est peut-être plus intéressant de le ramener à autre chose. Donc, par exemple, de prendre un indicateur de concentration qui tienne compte de l'étendue, donc ici de 45 à 9. Et donc, regardez à quoi ça correspond ces 2 zéros par rapport à l'étendue de la distribution. Donc, ce qu'on peut dire ici que c'est une faible concentration, c'est uniquement une vertu comparative, hein, de regarder cet écart entre médiane et médiane et éventuellement le ramener à quelque chose qui peut être l'étendue ou qui peut être la médiane elle-même, enfin, qui permet de donner une grandeur qui soit une grandeur relative, hein, ce qu'en général on aime faire. Voilà. Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause avant de... Bonjour, je reprends cet enregistrement. Bonjour. Je reprends cet enregistrement. Alors on va introduire un concept qui est très important, c'est ce concept de courbe de Gini. D'indice de Gini et de courbe de Lorentz. Donc l'indice de Gini, ça mesure la concentration d'une distribution à partir d'une courbe qu'on appelle la courbe de concentration ou la courbe de Lorentz. Comment fait-on pour construire la courbe de Lorentz? En fait, dans l'exemple tel qu'on a mis en avant, hein, ce qu'on va mettre en avant, c'est simplement en abscisse, la courbe de Lorentz, c'est une courbe qui est construite dans un carré, d'accord, avec en abscisse les fréquences cumulées de la variable. Donc ici, la variable qu'on étudie, ce sont les salaires, d'accord, ce sont les salaires par heure. Donc en abscisse, on va mettre les fréquences cumulées de la variable, et en ordonnée, on va mettre les parts cumulées de la masse salariale. Donc ce qu'on a appelé ici, les parts cumulées de la masse salariale, ce qu'on a appelé ici les FMI. Donc vous avez compris que les heures qui sont payées entre 9 et 15 euros représentent 59,3% des heures. Donc elles sont ici, hein, d'accord. Ça correspond à ce point, ok, mais correspond uniquement à 43,4% de la masse salariale.
mais correspond simplement à 43,4% de la masse salariale. Donc pourquoi? Parce que c'est des heures qui sont moins payées, donc nécessairement elles correspondent à plus d'heures, 60% des heures, mais uniquement 43,4% de la masse salariale. Donc c'est un nombre qui est inférieur, ce qui montre une certaine inégalité. Et puis, de la même manière, vous voyez que si vous passez après à un niveau de 19 euros, donc dans l'intervalle 15-19, ça correspond, c'est ce point-là, ça correspond à 84,4% des heures, mais ça ne correspond qu'à 69,5% de la masse salariale. C'est ce point-là. Donc là aussi, on voit bien que donc, ça veut dire que 84% des heures correspond à 69,5% des heures. Donc le premier point est ici, c'est celui-là. Et puis enfin, il y a le dernier point. Le dernier point, c'est simplement le fait que le reste, 100% des heures, correspond à 100% de la masse salariale. Et vous voyez que en termes inverses, on pourrait dire que ici, c'est combien? Ça fait 15,6% des heures, les mieux payées, capture, on pourrait mettre correspondent, 15,6% des heures, capture presque 30,5% de la masse salariale. D'accord? Et parce que c'est les heures les mieux payées. Donc, si toutes les heures étaient rémunérées de la même manière, ce qui se passe, c'est que la courbe de Lorentz, ça serait simplement, cette courbe de Lorentz, dans ce cas-là, elle serait simplement une droite. Si toutes les heures étaient rémunérées de la même manière, la courbe de Lorentz, elle serait sur la diagonale qui relie les deux points, d'accord? Donc cette diagonale, ça correspond effectivement à la situation de distribution égalitaire. Cette diagonale, elle correspond effectivement à la distribution égalitaire, d'accord? Donc ça, la diagonale qui serait ici, c'est la distribution égalitaire, puisque dans ce cas-là, 10% des heures correspondraient à 10% de la masse salariale, 50% des heures correspondraient à 50% de la masse salariale, etc. etc. Donc, vous voyez que on en déduit plusieurs choses. La courbe de Lorentz, encore une fois, qui d'un côté nous met la part cumulée de la variable, et puis de l'autre côté, la part cumulée des heures salariées de la variable, donc la distribution des heures, et de l'autre côté, la distribution de la masse salariale, elle nous permet de mesurer l'inégalité. Elle est toujours nécessairement, par construction, cette courbe de Lorentz, en dessous de la diagonale qui correspond à ce carré. La diagonale elle-même, correspondrait à une distribution qui serait égalitaire, et plus, en quelque sorte, plus elle est éloignée, dans ce sens comme un élastique en fait, qu'on pourrait tirer, plus elle est éloignée de la diagonale, plus la distribution est inégalitaire. D'accord? Donc plus on tire comme ça la courbe de Lorentz vers ce point-là, plus la distribution est inégalitaire. Et vous voyez que l'inégalité maximale, je vais la mettre là comme ça un peu de manière un peu spectaculaire, l'inégalité maximale, ça serait une situation, je la mets ici en bas, c'est là, pardon. L'inégalité maximale, pardon, ça serait une situation où, imaginez que 99% des gens ne gagnent rien, d'accord, donc ça serait en vert ici, et puis une seule personne gagnerait toute la masse salariale. Dans ce cas-là, la courbe de Lorentz, elle aurait la forme que je viens de mettre là, d'accord. Ça serait la distribution la plus inégalitaire qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire une distribution dans laquelle une seule personne, celui qui a le plus, 100%, détiendrait 100% de la masse salariale. Donc vous comprenez que la courbe de Lorentz, elle est construite de manière à ce que, lorsqu'elle s'éloigne de la diagonale, le niveau d'inégalité, le niveau de concentration, le niveau d'inégalité augmente et le niveau de concentration augmente également. Donc la courbe de concentration, donc l'axe des ordonnées va de 0 à 1, de 0 à 100% en âge, et la courbe de concentration, elle rejoint, elle lie tous ces points-là, qui lient d'un côté la part cumulée des heures salariées, et de l'autre côté la part cumulée de la masse salariale, et vous avez construit ainsi la courbe de Lorentz. Il y a deux points qu'on peut repérer sur cette courbe et qui peuvent être intéressants à commenter. Alors, vous voyez que la courbe, elle ne fait jamais apparaître le niveau de la variable. À aucun moment dans ce graphique, on voit le salaire. Elle ne fait que lier la part des heures avec la part cumulée des heures avec la part cumulée de la masse salariale. Elle ne fait pas du tout apparaître le niveau de la variable. Mais il y a quand même deux points qu'on peut repérer. D'un côté, le point médian. Le point médian, c'est le point qui correspondrait à 50%. C'est celui-là le point médian. C'est celui qui correspondrait à 50% des heures. Donc le point médian, il serait là, d'accord? Il est par ici. Et évidemment, le point médian,
c'est 50% des heures, mais vous voyez que ce n'est que 38% de la masse salariale. Et puis, il y a aussi le point que j'appelle les points médials, qui lui correspond à 50%, de la masse salariale. D'accord. Donc c'est le point médial et le point médian qu'on voit apparaître sur ce, sur ce graphe, de Gini. Voilà. Donc, sur cette courbe de Lorentz. Donc c'est ce qu'on indique ici, hein, vous voyez, la courbe de Lorentz, elle est construite en ayant d'un côté la distribution des heures, la part cumulée des heures, et de l'autre côté la part cumulée de la masse salariale. La diagonale du carré, c'est ça, c'est l'égalité, ou la droite DQ répartition. D'accord. Dans ce cas-là, tous les heures seraient payées au même prix. Donc dans ce cas-là, chacun détiendrait effectivement le salaire moyen, ou gagnerait le salaire moyen. La courbe est toujours en dessous de la diagonale, c'est une propriété que j'ai mis en avant. Et plus la courbe est éloignée de la diagonale, plus les inégalités sont importantes. Alors, ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié les points par des droites. Donc là, vous pourriez vous demander, est-ce que c'est légitime de lier ces points? Parce qu'en fait, j'avais que 3 points. Hein. C'est ce point-là que j'ai 0% des heures gagne 0. Là, c'est je ne sais plus combien, c'est le deuxième point, là, le troisième point, d'accord. Donc ces 3 points-là, et puis je les ai liés par des droites. Alors évidemment, vous voyez, cette courbe, elle est aussi, elle est tout le temps convexe. Hein. On pourrait montrer qu'elle est tout le temps convexe. Vous y réfléchirez. D'accord. Elle est tout le temps convexe, cette courbe, elle est croissante et convexe. On a supposé ici qu'elle était linéaire par morceau. Dire qu'elle est linéaire par morceau, en fait, c'est pas exactement ce que j'ai écrit ici. Ça revient pas à faire une hypothèse d'équirépartition à l'intérieur de chaque. Ouais, si, c'est ça. Ça revient à faire une hypothèse d'équirépartition à l'intérieur de chaque classe, puisque ça revient à penser qu'à l'intérieur de chaque classe, tout le monde a le même salaire. C'est ça. Hein. Donc c'est juste ça, hein, d'accord. Ça revient à faire une hypothèse d'équirépartition à l'intérieur des classes. Vous y réfléchirez. C'est peut-être pas un point très très important, mais il faut y réfléchir. En fait, le fait de lier les différents points ici par une droite, ça revient à faire comme si finalement à l'intérieur de chaque classe, les gens gagnaient exactement la même chose. Donc gagnaient par exemple le salaire moyen de cette classe. Hein, d'accord. Donc tu es tous concentrés en un seul point et qu'à l'intérieur de chaque classe, il n'y avait pas d'inégalité à l'intérieur de chacune des classes. Évidemment, si on regarde dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai peut-être, avant de passer à l'indice de Gini, j'aimerais vous montrer un peu ce que ça peut donner sur un fichier Excel. Puis c'est ce qu'on a fait, ici. Donc on va cacher OpenBoard un instant, et puis on va aller sur des données qu'on a déjà regardées sur Excel. Alors si mon Excel veut bien fonctionner de manière normale. Donc on a regardé ces données. Vous voyez que voilà, je le fais ici pour les salaires. Alors, j'ai passé un petit peu de temps à ça. Dans le fichier INSEE tel qu'il nous le donne sur l'évolution des salaires, ils nous ont donné plein de renseignements en fait. Ils nous ont donné, vous voyez, ils nous ont donné tous les centiles de la distribution à partir du centile 5, à partir de ces 5. Donc ces 5, il y a 5% des gens qui gagnent moins de 1118 euros en équivalent temps plein, etc. C6, C7, C8, C9, C10, etc. Donc on nous a donné tous les centiles de la distribution, d'accord. Donc c'est un certain détail. C'est exactement faire ce que j'appelle tout à l'heure un échantillonnage, ce que j'ai appelé tout à l'heure faire un échantillonnage. En fait, on a fait comme s'il y avait 100 personnes dans la population, et puis on a placé les gens de 1 à 99. Et donc en faisant ça, évidemment, en faisant cet échantillonnage, vous voyez, C99 c'est 8163, il y a 1% des gens qui gagnent plus de 8163. En fait, on a une forme de résumé ici de toute la distribution. On est capable de repérer la médiane. La médiane, elle est ici, c'est 1783. On est capable de repérer le premier quartile, etc. Bref, on a toutes les caractéristiques de la distribution de cette manière-là. Ce qui est intéressant, vous voyez, alors il y a quelque chose qui est ici peut-être un peu gênant, c'est que effectivement, quand vous regardez de près, vous voyez que on ne sait pas très bien ce qui se passe dans les premiers pourcents, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. La difficulté qu'on a, c'est que le salaire, en France, il y a un salaire minimal, ici c'est en équivalent temps plein. Donc ce qu'on peut penser, c'est qu'en fait, tous ceux qui sont en dessous de 1118, ils gagnent tous 1118. Hein. C1, C2, C3, C4 sont aussi à 1118. Donc on peut, à partir de cette courbe, reconstituer
en quelque sorte la répartition. C'est ce qu'on fait ici. Vous voyez, on fait ce qu'on appelle un échantillonnage. Vous voyez, on a les centiles, les fameux centiles qu'on a pris du graphique précédent, hein, de la page précédente, je les ai indiqués ici. Et puis à partir de ça, je reconstitue la population. Donc je vais classer les gens, monsieur, bon, je vais mettre madame, hein, je dis monsieur, et en fait, je fais comme si la population était composée de 100 personnes, puisque il y a la dernière qui est le plus riche de la population. Donc la population est constituée de 100 personnes, et je suis capable, en les mettant dans l'ordre de leur revenu, de caractériser pour chacun leur niveau de revenu. Donc en fait, je peux de cette manière-là reconstituer le salaire de la population. On est d'accord que quand on est en dessous de 5%, la précision elle n'est pas excellente, hein. Je fais comme si tout le monde gagnait 1118, alors je sais que c'est faux, c'est pas exactement exact, mais en même temps c'est pas très pertinent parce que encore une fois il y a le salaire minimal en France, et puis peut-être aussi, vous voyez, j'ai supposé que, les données nous disent que Monsieur 99 gagne 8163 euros, c'est ici, je fais comme si Monsieur 100 gagnait comme lui, alors qu'en fait on sait très bien qu'il gagne plus, mais c'est juste une approximation. Donc à partir de ça, je peux reconstituer, je peux reconstituer la distribution en fait, je peux reconstituer la distribution de la population. Je peux même aller plus loin, c'est que, vous voyez que, à partir de ça, je suis capable de reconstituer la distribution, et donc, je suis capable, et c'est ce que j'ai fait dans ce graphique, hein, je suis capable de reconstituer la fréquence cumulée, la fonction de répartition. C'est exactement celle que j'ai en regardant la variable salaire qui est indiquée ici sur l'axe des abscisses, et puis la variable ici qui correspond au pourcentage. Donc je peux reconstituer la répartition. Vous voyez que si vous observez bien en bas, vous voyez bien que là je suis à 1118 et que je suppose que les 5 premiers gagnent 1118, c'est-à-dire que ici la pente est très très forte, elle est presque infinie, et puis en haut on arrive jusque là et on est capable à chaque fois de mesurer les quartiers, etc. Et on a tout calculé. Notez au passage que ce qu'on peut faire aussi c'est calculer la moyenne, ce qu'on pense être la moyenne. Vous voyez, la moyenne de la distribution, le salaire moyen, a priori on ne le connaît pas, mais ce qu'on peut faire c'est juste prendre, ce qu'on peut faire c'est imaginer que effectivement ça c'est monsieur 1 à 100. Vous pouvez très bien, pour obtenir la moyenne, une manière d'obtenir la moyenne, c'est de faire quoi? C'est de prendre simplement la somme de tous les salaires de tous ces individus. Donc voilà, la somme jusqu'à monsieur 100, d'accord? Donc jusque là, d'accord? Et puis, donc de C5 à C104. Et puis, si vous la divisez par 100, puisqu'il y a 100 individus qui composent la population, vous reconstituez ainsi le salaire moyen, qui serait de 2215,14. Je pourrais aussi, je peux aussi le faire, pour la variance. Comment je peux calculer la variance ou l'écart type? Alors, vous vous rappelez, il y a deux manières de calculer la variance. On peut calculer l'écart au salaire moyen, c'est un peu compliqué, mais il y a aussi cette autre formule qui vous explique que la variance, c'est l'écart entre la moyenne quadratique et le carré de la moyenne. Donc je vous propose d'utiliser cette deuxième manière de faire. Comment on peut calculer cette variance ici? Vous pouvez calculer la moyenne quadratique. La moyenne quadratique, comment vous pouvez la calculer? Ce que vous pouvez faire, c'est il faut sommer les carrés. Alors, pour sommer les carrés, il y a une petite ruse, c'est vous pouvez utiliser SUMPROD. Vous faites un SUMPROD du vecteur avec lui-même. Et en faisant ça, SUMPROD de C5, C104, point virgule, C5, C104, vous calculez la somme des carrés en fait de ce vecteur, d'accord? Et pour avoir la moyenne quadratique, il suffit de la diviser par 100, d'accord? Et puis, si vous voulez avoir ensuite la variance, il faut retrancher à ce que je viens de calculer, c'est-à-dire la moyenne quadratique, il faut que je retranche la moyenne au carré. Donc voilà la variance telle que je peux la reconstituer. Je l'ai là, ici. Et puis éventuellement, si je peux mettre l'écart type. L'écart type, c'est juste la variance à la puissance 0,5. Et voilà, j'ai reconstitué l'écart type qui est donc de 1303 euros. Donc vous voyez que j'ai pu, à partir de ça, de cette reconstitution de la distribution, j'ai pu calculer la moyenne, la variance et l'écart type. Donc faites de même. Et je déduis aussi bien sûr la fréquence cumulée, la répartition, etc.
Donc maintenant, comment je vais faire pour calculer la courbe de Lorentz? La courbe de Lorentz, elle est ici, elle est juste en dessous, elle est très jolie. Alors n'oubliez pas la signification de la courbe de Lorentz. Ici, je vais mettre le pourcentage des individus, donc de monsieur 0, enfin de monsieur 1 à monsieur 100, qui est le monsieur le plus riche, d'accord? Et je vais regarder la part de salaire qui est capturée par ces individus, la masse salariale qui est capturée par les individus, Donc comment je vais faire? Je vais simplement calculer la masse salariale qui correspond à chaque catégorie. Donc cette masse salariale, je vais la calculer ici en milliers d'euros, hein. Je vais juste la calculer en milliers d'euros. Donc monsieur 1 récupère 11,18, enfin c'est en centaines d'euros, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai calculé en centaines d'euros, c'est pas très important. Je peux la calculer, d'accord? Donc évidemment, vous voyez qu'elle correspond exactement au salaire, hein, de chacun des individus. Je les ai mis en centaines d'euros. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour simplifier, je ne sais pas, non, ça ne change rien, c'est pas très important, c'est mesuré en centaines d'euros. Donc je fais ça jusqu'à monsieur 100, ok? Et puis, si je fais la somme de tout ça, j'en déduis quoi? Si je somme sur les 100 individus ce que chacun gagne, j'en déduis le salaire total. Donc ce salaire total, il est de 221 514. Alors ça doit être dans des milliards, enfin c'est 2 milliards 215 millions, etc. Et donc ça correspond au salaire total. Et si je le divise par 10, par 100, évidemment, je retrouve mon salaire moyen, hein, que j'ai calculé ici, d'accord? Et puis après, je peux calculer effectivement, pour chaque catégorie la part de masse salariale que cet individu gagne, d'accord? Et donc évidemment, alors je peux le faire, je peux le faire, ce que je vais faire, c'est que ce que je vais avoir, c'est une fréquence, et je veux cumuler ces fréquences. Donc comment je vais faire? Je vais sommer et rapporter à la masse salariale totale. La masse salariale totale qui vaut 220 milliards, je viens de le voir, d'accord? Je vois que ceux qui sont en dessous du premier centile gagnent 0,5%. En dessous du deuxième centile gagnent 1%, gagnent 1,5%, etc. D'accord? Je constate qu'à 10%, vous voyez 10% des individus, les 10% des individus les plus pauvres ne gagnent que 5,16% de la masse salariale totale. Et donc, évidemment, vous voyez que 99% des individus gagnent 96,31% de la masse salariale totale. Ce qui signifie que l'individu qui est au-dessus, lui, gagne les 3,7% restants, bien sûr, parce il est beaucoup plus payé que les autres. C'est quoi la courbe de Gini? La courbe de Lorentz, pardon. La courbe de Lorentz, c'est la courbe qui précisément lie le numéro de monsieur, enfin, puisque c'est la fréquence cumulée des individus, hein, donc le numéro de l'individu ici, d'accord, au pourcentage cumulé de masse salariale qui lui correspond. Et donc c'est exactement cette courbe rouge que j'ai représentée ici, d'accord? C'est exactement ça. Alors ici elle paraît être continue parce que comme on a 100 points, on ne voit plus les petits segments, mais elle est bien continue. Et donc j'ai représenté ici la courbe de Lorentz qui correspondrait effectivement à ma distribution, des salaires, d'accord? Donc pour représenter la courbe de Lorentz, j'ai simplement mis d'un côté sur l'axe des abscisses la fréquence cumulée des individus, hein, donc ici c'est monsieur 1 à 100, et puis de l'autre côté la part cumulée de masse salariale qui est capturée par ces individus en question, donc aussi de 0 à 100, et j'obtiens comme ceci ma courbe de Lorentz. Voilà comment les choses sont calculées. Donc voilà pour Lorentz Gini, correspondant au salaire reconstitué, évidemment. Vous avez la droite des clés répartition qui est les diagonales, et puis vous avez la courbe de Gini telle qu'on vient de le faire. Alors je reviens à ce que je faisais, hein. Donc on a calculé ici la courbe de Lorentz. Maintenant on a un indicateur. Quel indicateur on peut avoir des inégalités? C'est l'indice de Gini, d'accord? L'indice de Gini. Alors l'indice de Gini, c'est un indicateur un peu miraculeux en fait. Une manière de le faire, c'est simplement de rapporter cette surface, l'écart, la surface qui correspond à l'écart entre les deux courbes là, d'accord, à la surface totale du triangle OAB. Le triangle OAB, il a une surface qui est de 1,5, hein, puisque vous voyez que ça vaut 1 et ça vaut 1. Donc la surface du carré, c'est 1, et donc la surface totale du triangle OAB, c'est 1,5. Et donc vous allez rapporter la taille
la surface de ce que je viens d'effacer ici, vous allez, ce qu'on appelle la surface de concentration, vous allez la rapporter à la surface totale, d'accord? Et vous allez obtenir l'indice de Gini. Vous voyez que l'indice de Gini, il est compris entre 0 et 1. Si l'indice de Gini vaut 0, vous avez une distribution qui est complètement égalitaire, d'accord? 0 correspond à une distribution qui est complètement égalitaire. Donc vous êtes, la courbe de Lorentz correspond à la diagonale, donc c'est distribution égalitaire. Et puis, plus l'indice de Gini approche de 1, plus la distribution est inégalitaire. Et le point 1, le point 1, c'est quand tous les salaires sont concentrés en une seule main, c'est ce que vous avez montré tout à l'heure en vous disant, vous voyez, l'inégalité la plus forte, ça serait ça serait une situation bizarre dans lequel la courbe de Gini serait celle que je vais tracer là. Hein. La courbe de Gini serait ça, quoi. Il y a tellement d'inégalités que tous ceux qui sont en dessous de 100 gagnent 0, et puis hop, le dernier, il a tout, et donc hop, dans ce cas-là, la courbe de Gini, elle a cette forme-là qui est complètement extrême, et donc il y a un niveau d'inégalité qui est extrême. Dans ce cas-là, le Gini, la courbe de Lorentz, c'est cette forme-là. Dans ce cas-là, le Gini vaut tout simplement 1. D'accord. Donc on a calculé ainsi l'indice de Gini. Donc l'indice de Gini, il est calculé à partir de la courbe de Lorentz. Le bon concept à comprendre, c'est bien la courbe de Lorentz. Et puis ensuite, en calculant la distance qui sépare la courbe elle-même de la diagonale, par un calcul de surface, vous en avez divisé un Gini qui vaut entre 0 et 1. 0 lorsque la courbe de Lorentz est la diagonale, 1 lorsque les inégalités sont maximales. Tout est concentré dans les mains que d'une seule personne. Donc pour la calculer, c'est un peu compliqué parce que on peut le faire hein, ici. Hein, il faut calculer cette surface. Ici, on nous dit approximativement ça vaut 0,2. Bon, en fait, on est d'accord que pour le faire, il suffit juste de faire un calcul ici algébrique, hein, d'additionner la surface de ce triangle tel que je viens de mettre là, de ce parallélépipède qui est là, et puis de ce dernier parallélépipède qui est là, et on peut calculer toute cette surface là et le calculer, on trouvera à peu près 0,2. Voilà ce que j'ai fait ici. C'est exactement ce que j'ai fait. Je reviens à mon fichier Excel, d'accord. Je cache OpenBoard, je reviens à mon fichier Excel. Mon fichier Excel, il est ici, hein, donc j'ai calculé ma belle courbe de Lorentz. Et puis ici, j'ai calculé le coefficient de Gini. Alors, pour le calculer, vous voyez, j'ai fait une formule qui est peut-être un peu compliquée. Hein. Je vais pas regarder, mais cette formule, qu'est-ce qu'elle consiste à faire? Elle consiste précisément à additionner tous mes petits parallélépipèdes. Chacun de ces parallélépipèdes correspond à 1/100 de la population, donc la base du parallélépipède est de 100, d'accord. Et puis ensuite, pour la calculer, je dois tenir compte de la hauteur de chacun de ces parallélépipèdes. Et c'est ce que j'ai fait dans ce petit calcul. On va essayer de voir si j'arrive à me servir de ça. C'est ce que j'ai fait dans ce petit calcul ici. J'arrive pas à m'en servir de ça, c'est un peu dommage. On va essayer, tiens. Couleur de base, on le met là, d'accord. Ok. C'est ce que j'ai fait ici. Ouais, si, j'arrive. Hein. Ça marche pas bien. Oh là, qu'est-ce que ça fait là? Ok. J'arrête là parce que là, ça me fait un petit peu n'importe quoi. Donc, je sors de ce... Voilà. Ça me fait vraiment n'importe quoi. J'abandonne ça et voilà, je reviens à mon truc. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Hein, vous voyez, sur cette formule, elle est un peu compliquée, mais j'ai calculé cette coefficient de Gini en prenant la surface de tout ce qui est entre la courbe noire et la courbe rouge, et puis le triangle total, là, dont la surface est de 1,5 puisqu'il couvre la moitié du carré. J'ai obtenu comme ça le coefficient de Gini qui est de 0,25. Vous voyez que donc ça c'est ce que j'ai fait ici dans ce truc-là. Ici, dans cet exercice-là, on nous donne c'est une figure complémentaire. On nous donne le niveau de vie annuel, les indicateurs d'inégalité. Vous voyez, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a utilisé dans le cours, d'accord. On nous donne le S20, le S50 et le S80, les masses de niveau de vie détenues.
et on nous donne aussi les pourcentages. Donc à partir de ces données-là, on pourrait très bien aussi calculer la courbe placer les points de la courbe de Gini. J'ai envie de réessayer mon petit outil là, d'accord? Donc je vais essayer de refaire ça, voir si je peux y arriver. Donc ok, on peut peut-être tenter avec le stylo. Je peux tenter de faire une droite. Alors je sais pas si je vais y arriver. Je peux tenter de faire une. Non, j'y arrive pas. Je vais pas tenter de. Je crois que je vais pas retenter ça parce que là ça n'avait pas très très bien marché. C'est bien un crayon. Ça c'est bien un truc pour souligner. Donc ici c'est un crayon, d'accord? Ok. Donc j'y vais. J'ai retenté de faire ça là, ici. Hein. Vous voyez, non, ça marche pas. J'essaye encore une dernière fois. Ok. Bon, je vais pas faire arrêter de m'en servir parce que j'ai du mal à m'en servir. Mais en tout cas, en regardant ici les données, je suis capable de reconstituer les courbes de Gini qui correspondraient à ces niveaux-là, puisque vous voyez ici, j'ai 20% des individus détiennent 8,8% de la masse des niveaux de vie, 50% des individus détiennent 30,6% des ménages, hein, détiennent 30,6% de la masse des niveaux de vie, et 61,7%, 80% des individus possèdent 61,7%. Donc le reste, ce qui est au-dessus de 80, bah, c'est ce qui est détenu par les plus riches, à savoir 38,3. Donc là aussi, vous pouvez calculer, vous pouvez aussi calculer vous pouvez aussi calculer un Gini dans ce cadre-là, à partir, donc en liant ces différents points, et je vous invite à le faire. Et vous voyez que c'est ce qu'on a vu en cours là, et vous pouvez calculer l'indice, et vous voyez que cet indice de Gini, il a une tendance à un petit peu augmenter, donc ce qui signifie que les inégalités de niveau de vie se creusent entre 1996 et 2015. Ça serait intéressant de voir où on en est aujourd'hui, d'accord? Donc ça c'est quand même un point qui peut être intéressant. 8,8, 30,6, 61,7. 8,8, 30,6, 61,7. Ça correspond donc à mes trois points ici, D, B, C et A, d'accord? Donc voilà, calculer l'indice de Gini. Cet indice, il est très utilisé pour mesurer les disparités de revenus de patrimoine, constitue un indicateur d'inégalité, j'ai déjà dit. Hein. Il possède des propriétés mathématiques et des propriétés qui sont intéressantes. Typiquement, vous voyez que si tous les revenus sont augmentés de la même manière, si on a quelque chose qui fait que la croissance économique augmente tous les revenus ou tous les patrimoines de 5%, bah, l'indice de Gini ne bouge pas. C'est un indicateur d'inégalité relative, donc il ne va pas bouger. Si vous donnez non pas la même chose à tout le monde, mais si vous donnez la même chose à tout le monde en termes de pourcentage, cet indice de Gini ne va pas bouger. Évidemment, si vous prenez à des riches et que vous donnez à un pauvre, bien sûr que l'indice de Gini va diminuer, bien sûr. Donc c'est en ça qu'il peut mesurer aussi les conséquences du petit creux distributif. Si vous prenez aux plus riches et que vous donnez aux pauvres, vous allez faire diminuer l'indice. Il y a d'autres indicateurs de concentration d'inégalité qui sont utilisés en économie. Il y a l'indice de Herfindahl, l'indice de Theil, l'indice de Hoover, l'indice d'Atkinson. Donc il y a d'autres possibilités. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais sachez que la bonne manière de faire à chaque fois, c'est de penser à cette courbe de Lorenz. Je terminerai juste, et ça sera mon dernier point du cours, donc voilà, sur les indices de concentration qu'on utilise aussi pour réfléchir à la concentration des marchés. La concentration des marchés est liée au degré de concurrence. Mais pas seulement à ça, il y a des industries qui sont plus ou moins concentrées du fait de leurs caractéristiques. Donc la Commission européenne, d'autres, utilisent des mesures pour mesurer le degré de concentration. Donc pour faire ça, on va regarder les parts de marché et on va regarder par exemple les parts de marché détenues par les 3 premières entreprises. C'est une première manière de mesurer la concentration. On va ordonner les entreprises dans l'ordre décroissant des parts de marché, donc celles qui détiennent le plus de parts de marché. Et puis on va regarder un peu ce que ça donne en les classant et calculer des choses avec ça. La concurrence, elle est dite parfaite lorsqu'il y a beaucoup d'entreprises avec peu de parts de marché. Dans ce cas-là, il n'y a pas de pouvoir de marché, il n'y a pas de concentration des chiffres d'affaires. Évidemment, s'il n'y a qu'une seule entreprise qui détient 100% du marché, il y a une extrême concentration des parts de marché. L'indice de Herfindahl, donc je vous conseille de bien retenir l'orthographe, hein, un peu complexe, ou
de Hirschman, une manière assez simple de faire, c'est que vous allez prendre les entreprises et puis vous allez mesurer la somme des parts de marché au carré. La somme des parts de marché au carré. Donc, si une seule entreprise est présente, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule entreprise et son S est de 100%. Donc S1 est égal à 1. Donc l'indice de Hirschman, il est égal à 1. Si vous avez un très très grand nombre d'entreprises, quand vous allez sommer ça, quand vous allez sommer les SI, évidemment, par définition, ils somment à 1, à 100%, puisque 100% des entreprises détiennent 100% des parts de marché. Mais comme on le met au carré, en fait, lorsque n devient infini, on peut montrer que dans ce cas-là, si vous avez un nombre infini d'entreprises, c'est assez facile à démontrer. Hein. Si vous avez n entreprises qui détiennent la même part de marché, dans ce cas-là, cette part de marché, elle est égale à 1 sur n. Et donc la part de marché au carré, elle est égale à 1 sur n au carré. Et quand vous sommez ceci, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des SI carrés, puisque admettons qu'elles détiennent tous la même chose, d'accord, elles se répartissent de manière égalitaire, ça, d'accord. Cette somme des SI au carré, c'est égal à quoi? C'est comme SI est égal à 1 sur n au carré, en fait, ce SI au carré, ce n'est rien d'autre que n fois 1 sur n au carré. D'accord? Admettons qu'elles aient tous la même part de marché, ça va savoir 1 sur n. Donc ça fait 1 sur n au carré, et vous voyez que n fois 1 sur n au carré, c'est égal à 1 sur n, et évidemment, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ok? Si vous observez que vous avez deux entreprises qu'on appelle un duopole qui se répartit la moitié des parts de marché, vous voyez que l'indice d'Herfindahl est égal à 1,5. D'accord? Donc on peut montrer ça, et c'est un indice qui est utilisé pour calculer la concentration, qui est aussi un exemple d'utilité d'indicateur de concentration. Voilà, je crois que j'ai terminé le cours. Ah oui, alors c'est ça, j'ai peut-être deux exemples. Voilà. Effectivement, vous pouvez calculer un duopole, donc si elles ont 50-50 chacun, ça va faire 0,5, alors que si il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre, dans ce cas-là, on a l'impression que le marché est plus concentré, vous constatez qu'effectivement, dans ce cas-là, l'indice d'Herfindahl, il est plus grand, d'accord. Si vous avez un triopole avec trois entreprises, si elles ont les mêmes parts, ça va faire un tiers, l'indice d'Herfindahl. Par contre, si vous voyez qu'il y en a une qui est dominante, elle a 60%, dans ce cas-là, ça fait monter l'indice d'Herfindahl. Donc il a ses propriétés, et c'est un indice qui est très utilisé par les autorités de la concurrence, à la fois aux États-Unis et en Europe, pour contrôler le degré de concurrence dans les concentrations horizontales, c'est-à-dire lorsqu'on fusionne des entreprises, il faut une autorisation pour fusionner les entreprises. Enfin, il peut y avoir un avis négatif qui est émis par les autorités de la concurrence lorsque ça conduit à une concentration qui est excessive du marché. Donc on va mesurer cet indicateur pour justement autoriser ou ne pas autoriser la concentration en question. Donc je crois que cette fois j'ai terminé. C'est ce que je viens de faire ici. Je crois que cette fois j'ai terminé. Donc j'ai terminé ce cours. Alors je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir l'avoir terminé directement auprès de vous. En même temps, je redis que l'intégralité du programme est au sujet de l'examen et aussi à l'interrogation écrite. Donc c'était important pour moi de faire ce cours. Ce dernier cours, vous pourrez retrouver les diapositives qui sont associées sur l'EPI ainsi que le fichier Excel que j'ai manipulé. Et je trouve intéressant que vous alliez regarder un peu ce fichier Excel justement sur la distribution des salaires parce qu'on voit comment on construit très simplement cet indice de Gini à partir des déciles. Donc c'est la démarche qu'on a eue. Je vous remercie. On se retrouve samedi pour l'interrogation et puis pour l'examen. Et bien sûr, je vous encourage à travailler pour avoir de bons résultats. Voilà. Merci.